et bienvenue à vous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver. Et pour démarrer, gros plan sur une pratique de plus en plus répandue dans la gestion de l'activité cérébrale. Ça s'appelle le neurofeedback. Ensuite, nous allons vous donner un secret très prisé des parents. Vous aimeriez comprendre, décrypter les pleurs de votre bébé. Eh bien, Ozito va vous donner un mode d'emploi aujourd'hui. Par la suite, nous testerons, enfin heureusement pas nous, mais Tman testera pour nous, la cryothérapie, la thérapie par le froid, comment ça fonctionne. Eh bien, bon courage avec ce froid justement. Et nous finirons par une discussion sur le projet de naissance ou choisir comment la future maman souhaite accoucher. Eh bien, beaucoup de détails ce matin. Bienvenue, je retrouve mes invités et on commence. À tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Et on démarre justement notre rendez-vous d'aujourd'hui. Nous allons parler psychologie, accouchement, bébé. Et puis, on va parler aussi de cryothérapie. En tout cas, avec ce froid, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est pas nous. C'est Atman qui va donner son corps à la science. Valérie Elfassi, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne. Et avec vous, cette histoire de neurofeedback. Qu'est-ce que c'est exactement? Les détails, etc. C'est dans quelques instants. Sabrine Gdilan, on vous retrouve une nouvelle fois. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes spécialiste de la petite enfance. Est-ce qu'on peut décrypter les pleurs de bébé? Est-ce que c'est un langage à part entière? Eh bien, vous allez nous donner la réponse aujourd'hui. À vos côtés, celui qui les réceptionne, celui qui les fait venir au monde, il est gynécologue obstétricien, Dr Amine Bititi. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Et avec vous, en fait, on va voir quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus au Maroc, le projet de naissance. C'est en fait presque un accouchement à la carte. Vous allez nous raconter de quoi il s'agit exactement. Est-ce que vous en pensez, vous, en tant que spécialiste? Ok, parfait. Mais est-ce que vous connaissez ce qu'est le neurofeedback? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler tous les deux? Moi, je peux pas. Non. Non. Donc, grosse découverte. Eh bien, on en parle tout de suite. Alors Valérie Elfassi, vous avez justement cette technique dans votre cabinet, vous êtes psychologue clinicienne. On a dépêché nos équipes chez vous pour essayer d'avoir une présentation technique d'une séance de neurofeedback. Comment ça fonctionne? En images, on regarde. Le neurofeedback, c'est une méthode issue des neurosciences qui est assez ancienne, mais qui a bénéficié dernièrement des avancées technologiques, notamment des ordinateurs, qui permettent d'avoir des séances beaucoup plus précises. Donc, c'est une méthode qui est basée sur l'électroencéphalogramme, qui analyse l'activité cérébrale. Donc, c'est un système qui, à chaque fois qu'il va détecter ces irrégularités, il va envoyer un feedback au patient, c'est-à-dire une information au cerveau. C'est une information en temps réel au cerveau sur son propre fonctionnement, qui va l'inviter à s'autoréguler. La séance proprement dite, c'est une séance de relaxation pendant laquelle le patient il est allongé sur un divan. Je viens lui placer des capteurs sur le crâne et sur les oreilles. Ce sont simplement des capteurs, c'est-à-dire qu'ils ne produisent aucune électricité, mais simplement qu'ils enregistrent et qu'ils captent l'activité cérébrale. Le patient écoute une musique très douce, très relaxante, pendant que le système analyse son activité et qu'il détecte les petites irrégularités. Il va envoyer une coupure de son qui va informer le cerveau comme quoi il vient de faire une petite sortie de route et qu'il doit corriger cette petite irrégularité. Donc comme ça, le cerveau apprend à se réguler et vraiment, il se débarrasse de tous ces troubles. C'est une méthode qui s'adresse à tout le monde, vraiment du plus petit au plus grand. Ça peut être tout simplement pour améliorer les performances scolaires, pour leur améliorer la concentration, ou alors pour des troubles plus graves comme des maladies psychiatriques ou des démences chez les personnes âgées. Donc voilà, selon le cerveau qu'on va mettre face à cette machine, on va avoir des effets positifs. Mais alors justement, moi, la question que je me pose, Valérie Elfassi, c'est est-ce que le spécialiste a ensuite un rôle à jouer ou c'est la machine qui fait tout?
Alors oui, il faut savoir d'abord que c'est une méthode qui est assez ancienne, qui date des années 70, depuis que l'électroencéphalogramme existe et qu'on a aussi découvert que l'activité électrique cérébrale était corrélée avec nos états psychiques et que absolument tout s'inscrivait dans cette activité cérébrale en fait, aussi bien nos apprentissages que nos troubles, que notre histoire. D'accord ? Donc à partir de ce moment-là, on a essayé de mettre le cerveau face à son propre fonctionnement. C'est-à-dire que le principe de base, c'est de se dire que si on peut permettre à un cerveau de se regarder en train de fonctionner, il peut agir sur son fonctionnement et le corriger. D'accord ? Donc au départ, c'était des choses qui étaient manuelles, c'est-à-dire que le praticien venait détecter dans cette activité électrique les turbulences et qu'il envoyait des informations au patient pour lui dire à ce moment-là, vous devez faire telle tâche, telle activité pour modifier cette activité cérébrale. Aujourd'hui, on bénéficie, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux ordinateurs qui sont de plus en plus perfectionnés, à un système complètement automatisé, donc avec des algorithmes très puissants qui permettent justement d'apporter la bonne information au bon moment au cerveau pour qu'il puisse justement s'autoréguler sans vraiment d'intervention externe du praticien. Ok, mais justement, je vous pose la question d'une autre manière. Est-ce que la machine prend votre place à vous, la praticienne ? Non, on ne peut pas dire ça parce qu'il y a. Est-ce que vous avez justement, dans ce cas-là, un plus à jouer par rapport à cette prise en charge ? Moi, déjà, mon plus, c'est d'être psychologue. Donc, bien sûr, il y a un accompagnement de la personne, il y a une écoute particulière par rapport aux troubles de chacun. Et après, le neurofeedback va venir en complément de psychothérapie ou d'autres méthodes. C'est-à-dire qu'on ne met pas la personne directement sous la machine avant une psychothérapie. Voilà. Ce n'est pas les mêmes électrodes pour tout le monde. Si, ce sont les mêmes pour tout le monde. Sauf que chaque cerveau est différent, donc chaque cerveau va envoyer des informations différentes et recevoir un feedback différent. Tout simplement, le plus de l'ordinateur, c'est qu'il va justement s'adapter à chacun. Ok, voilà. Mais vous savez, enfin vous savez mieux que moi bien sûr, aujourd'hui, les psychologues ont un arsenal de méthodes. Il y a tout ce qui est hypnose et justement ça agit sur le cerveau, il y a la PNL, il y a toutes ces choses-là. Donc comment faire la part des choses et se dire finalement ce qu'il me faut à moi c'est le neurofeedback et non pas la visualisation et non pas la PNL et non pas l'hypnose ou... En fait, il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre, toutes se valent. Après, c'est chacun ce qui va lui parler le plus par rapport à sa problématique. Il y a des gens qui n'ont pas envie forcément d'aller remuer leur passé, d'aller parler de leur vie, de leurs problèmes. J'ai eu déjà des patients qui sont venus juste me dire « Écoutez, je n'ai pas envie de parler de ma vie, je veux juste essayer cette méthode et moi, je saurai si ça a eu un effet positif ou pas. » Et vous pensez que c'est une bonne démarche ? Oui, ne pas confronter, ne pas affronter une réalité. Pourquoi pas ? On peut travailler en amont ou en aval, c'est-à-dire qu'on travaille sur les processus mentaux, c'est-à-dire les substrats même de notre activité cérébrale, ou sur la psychologie, les comportements. C'est chacun, c'est selon chacun, ça donne toujours de bons résultats. Alors je vous pose la question justement. Sabrine, vous en pensez quoi ? Moi, je pense que toutes les techniques sont bonnes à essayer. Je pense que, comme ce que disait Valérie, c'est bien selon chaque personne. Par exemple, moi, je sais que je ne suis pas du tout réceptive à l'hypnose. Peut-être qu'une autre méthode me conviendrait plus. Je pense que... Vous serez ouverte aux électrodes sur la tête ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? C'est une méthode que... Si je peux juste corriger le mot électrode, on ne l'utilise pas trop, on dit plutôt capteur, justement pour ne pas donner cette impression qu'il y a quelque chose d'électrique. La seule activité électrique, c'est celle de notre cerveau. On n'envoie pas d'électricité. D'accord, c'est juste, on enregistre l'activité. Absolument. C'est ça. Mais ensuite, quand c'est réceptionné, vous en faites quoi ? Alors, quand c'est réceptionné, c'est analysé par le programme de l'ordinateur qui va justement détecter des petites anomalies dans cette activité cérébrale. Alors quand je dis anomalie, ce n'est pas forcément des troubles, c'est quelque chose que tout le monde a, c'est-à-dire une activité cérébrale qui va être ou trop haute, ou trop basse, ou un peu instable, selon chacun. Et ça va orienter vers quoi ? Alors ça va orienter la machine vers en fait, elle va envoyer un feedback. Dès qu'elle va détecter cette turbulence, elle va envoyer une petite coupure de son qui va venir informer le cerveau qu'il est en train de faire une petite sortie de route et qu'il doit se recaler, qu'il doit se réguler tout simplement. Et en fait, ça donne un effet positif sur combien de temps ?
Alors, c'est Le pérenne. retour sur investissement, on va dire. C'est complètement pérenne, c'est-à-dire que c'est un apprentissage, donc c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. À partir du moment où on a appris au cerveau à établir de nouvelles connexions et à abandonner des connexions qui sont dysfonctionnelles, eh bien, il va les adopter et puis voilà, les résultats sont absolument pérennes. Ça vous tente, docteur Bititi? Oui, pourquoi pas. Ouais. On est très ouvert. Et puis, j'aimerais bien connaître les correspondants que vous avez. Qui c'est qui connaît ça? Qui c'est qui vous adresse des Alors ici patients au Maroc, pour des c'est pas neurofeedback? connu, je suis la première à le pratiquer, mais en Europe, ça commence vraiment à prendre... Ça se prescrit? euh, Séance de oui, neurofeedback? certains médecins connaissent et prescrivent. Mais ce n'est pas Mais encore c'est- véritablement voilà. cadré, C'est pas vraiment cadré, Réglementé. En tout cas, pas ici. Hein. même en France. En France, ça commence. Aux États-Unis, au Canada, c'est très, très répandu. Ouais. Ok. Alors, on a des questions de téléspectateurs pour vous. On a Ahlam qui vous dit, est-ce que le neurofeedback est sans effet secondaire? Alors non, c'est sans effet secondaire. C'est absolument une méthode non invasive. Il n'y a aucune crainte à avoir. Vraiment. Donc, non. Pas de souci. Alors, vous pratiquez depuis combien de temps le neurofeedback? Alors, le neurofeedback, ça fait 8 mois que je le pratique, mais sinon, je suis psychologue clinicienne depuis 8 ans maintenant. Alors, l'autre question vous vient de Rania qui vous dit, au bout de combien de séances peut-on apprécier les résultats du neurofeedback? Alors, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des personnes qui vont réagir très vite, au bout de 2-3 séances, montrer des résultats impressionnants, et d'autres qui ont besoin d'un peu plus de temps. C'est vraiment selon la plasticité cérébrale de chacun. Alors, si on prenait l'exemple, par exemple, des troubles du sommeil, Oui. est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça permet d'éviter les somnifères? Absolument, ça peut aider dans le cas de troubles du sommeil. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous disais, c'est une question de fréquence cérébrale, d'accord? Dans les troubles du sommeil, on va avoir plutôt des fréquences cérébrales hautes et on a du mal à descendre dans les fréquences basses. Donc le système de neurofeedback aide le cerveau à se réguler, c'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose de plus harmonieux, de plus fluide au niveau de ces fréquences cérébrales qui sont moins hautes, qui arrivent à redescendre. Et puis comme ça, on arrive à résoudre des problèmes de sommeil, d'anxiété. Dépression? Dépression, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on met de côté les médicaments? Alors, ou, ça, c'est vraiment quelque chose dans quoi je n'entre pas, quoi. Les personnes continuent leur traitement normalement. Après, si elles voient des améliorations, elles peuvent en parler avec leur médecin traitant qui décidera à ce moment-là s'il faut diminuer leur traitement. Merci beaucoup Valérie Elfassi de Avec nous avoir plaisir. décrypté le neurofeedback. On reste ensemble, on continue l'émission ensemble. On va décrypter autre chose maintenant. Vous avez des enfants? Oui. Quand ils étaient bébés, ils pleuraient. Bah oui. Vous aviez le mot de passe et le code des cris et des larmes? Ah ben ça, non, j'avais pas le mode d'emploi, c'est sûr. Pas le mot d'emploi, exactement. Et ben en tout cas, Sabrine Gdira, elle l'a. Vous l'avez, Sabrine, rassurez-vous. Plus ou moins. Plus ou moins. On vous retrouve tout de suite. Et celui aussi qui a le plaisir d'entendre le premier cri, c'est bien vous, docteur Bititi. Maintenant, est-ce que c'est le même cri pour tout le monde ou chacun son... Bah oui, c'est à peu près C'est le même, mais bon. Et il dit quoi? Bah, il crie, au fait. Des fois, il crie pas. Hein. Des fois, il crie Donc pas. ça inquiète. Il crie pas. Je lui dis, vous inquiétez pas, il va crier. Il va crier. Voilà. Il Et le récupère tout cri, le il temps. veut dire quoi? Je suis là. Bah, j'existe, bah, je J'existe. m'adapte, j'essaye de voir ce qui se passe à la vie extra-utérine. Puis voilà. Exactement. Eh bien, justement, Sabrine, avant de revenir pour le côté émotionnel des pleurs, nous allons essayer de comprendre le côté, on va dire, langage, comme premier langage, avec une orthophoniste. On regarde et on revient tout de suite. Généralement, chaque pleur cache derrière un besoin à exprimer. Lorsqu'il aura faim, il voudra exprimer un inconfort, il voudra exprimer des douleurs, des coliques, besoin d'être porté, besoin d'être câliné. À partir de 2 mois, vient la phase des gazouillis. Alors à ce moment-là, l'enfant se rend compte que ça fait partie d'un pré-langage que l'adulte peut comprendre aussi. Donc du coup, ça facilite la communication avec l'adulte. Au-delà de 6 mois, commence la phase du babillage canonique, c'est-à-dire que l'enfant commence à émettre des syllabes comme les bababa, les tatata, il s'entend, il découvre qu'il commence à parler plus ou moins le même langage que l'adulte, donc du coup la communication est beaucoup plus fluide.
Et donc, pour décrypter les cris du bébé, chaque pleur est normalement associé à des sons particuliers, à des gestes, à des mimiques qui vont exprimer tel ou tel besoin. Par exemple, quand l'enfant a faim, il va faire la succion avec un son spécifique qu'il va répéter tout le temps à des intervalles réguliers. Donc, la maman comprendra qu'à ce moment-là, le bébé a faim. Donc, elle va tout le temps associer ce son et ce geste à la faim. Quand le bébé aura sommeil, ça sera des bâillements, ça sera un étirement. Donc automatiquement, la maman va comprendre que le bébé a sommeil. Pareil pour des douleurs ou un malaise. Ce qui est très très important à signaler, c'est qu'un bébé ne fait pas de caprice et ne sait pas faire de caprice. Quand un bébé pleure, c'est parce qu'il a forcément besoin d'être réconforté, porté ou avoir une telle réponse à ses pleurs. Donc au final, il faut surtout faire confiance à l'instinct maternel pour assouvir aux besoins du bébé. Alors justement, Sabrine, au-delà de l'instinct maternel, est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour comprendre les pleurs? Alors franchement, je pense que toutes les mamans l'auraient recommandé depuis longtemps. C'est ce qu'on redit souvent en émission ici, c'est que s'il y avait eu un mode d'emploi, je pense qu'il serait universel et appliqué par tous. Chaque bébé est différent de l'autre. Après, effectivement, il y a des règles générales qu'on peut effectivement voir ensemble et après, ça donne des pistes pour les mamans, mais qui apprendront au cas par cas. C'est-à-dire même chaque maman avec ses enfants différents, elle va gérer de manière différente. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que les pleurs, c'est un phénomène qui est tout à fait normal. C'est leur langage? C'est la seule manière qu'ils ont pour communiquer. En général, un bébé pleure 2 heures par jour. Après, ça peut être beaucoup plus, ça peut être beaucoup moins, sans que ça soit anormal. Effectivement, on a l'impression qu'il est en détresse, qu'il est en grande souffrance. On se sent un peu déboussolé, même perdu, un peu désemparé, même en tant que parent. Les nuisances sonores, même la nuit, c'est pas toujours agréable. Donc, on assimile quand même les pleurs à quelque chose de négatif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la principale, c'est la seule même manière qu'a ce bébé-là, justement, pour entrer en contact avec nous. Comme ce que disait très justement le médecin qu'on vient de voir, c'est pour exprimer l'orthophoniste qu'on vient de voir, c'est pour exprimer des besoins, donc besoin d'être câliné, j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin d'être porté, j'ai mal, voilà, je suis inconfortable. Il y a aussi les pleurs en fin de journée qui sont les pleurs de déchargement. Donc en fait, le bébé tout simplement décharge toutes les tensions accumulées au cours de la journée. C'est pas en général les pleurs des coliques? Bon, après, il y a les coliques, effectivement, auxquelles sont vraiment sujets les bébés. C'est-à-dire que chaque bébé va avoir sa manière de s'exprimer. Mais est-ce qu'on peut dire que chaque intonation de pleurs veut dire, ça vous fait rire, ça vous fait sourire, docteur? Alors franchement... Est-ce que chaque intonation veut dire quelque chose? On aimerait bien, ça serait plus facile pour tout le monde. Alors déjà, comme dans plein de choses qui concernent la petite enfance et l'enfance en général, il y a plusieurs écoles. Donc déjà, il y a des scientifiques qui disent que le nouveau-né va émettre un son différent pour chaque besoin. Donc besoin de manger, besoin de boire, besoin d'être câliné, etc. D'autres qui disent qu'avant 3 mois, il est juste impossible de faire la différence entre les différents pleurs de bébé et que c'est plutôt par rapport à l'intensité du pleur qu'on va comprendre à quel degré le bébé se trouve en détresse. En fait, s'il pleure un peu ou s'il pleure de manière vraiment très forte, on va comprendre qu'il est plus ou moins en difficulté. Ensuite, c'est vrai qu'à partir de 3, 4 mois, 5 mois, le bébé, il a ses habilités sociales, on va dire, elles se développent plus ou moins. Donc effectivement, ça, encore une fois, c'est en théorie. Donc en théorie, si on lit dans les livres, si on lit sur Internet, quand le pleur commence lentement et qui devient de plus en plus fort, on peut assimiler ça à de la faim. Quand il a mal aussi, on dit que le pleur peut être strident, aigu, non mélodieux. C'est-à-dire qu'on a en théorie décrypté des symphonies propres à chaque mot de l'enfant. On parlait même aussi d'une méthode qu'une dame qui s'appelle Priscilla Dunstan, elle a élaboré une méthode. En fait, c'est une dame qui a la particularité d'avoir l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est quelque chose c'est un don que pas beaucoup de gens sur cette terre ont, en fait. Et elle est capable d'écouter une symphonie de Mozart et de la rejouer après une écoute, ce qui est tout à fait extraordinaire. Donc cette dame-là, elle a eu un bébé et comme beaucoup de mamans, elle s'est sentie désemparée, vite dépassée, seule face à cette complexité. Elle raconte même dans plusieurs de ses témoignages que parfois elle se retrouve à 3 heures du matin avec son bébé en train de hurler, elle essayait tout et elle n'arrivait à rien.
et elle se mettait juste à pleurer avec lui. Et beaucoup de mamans se sont mises à pleurer avec voilà, c'est juste. leur bébé au et en milieu de fait, la cette nuit. dame-là, elle s'est dit bon, j'ai un don, pourquoi pas l'exploiter dans ce sens. Donc, elle a commencé à tenir un carnet, un journal de bord dans lequel elle notait un peu les sons qu'elle reconnaissait chez son enfant, et elle notait ce qu'elle faisait et ce qui l'aidait. Et elle a remarqué que ça marchait. Peu de temps après, quand elle se promenait et qu'elle essayait, avec son oreille absolue, d'écouter les pleurs des autres bébés, elle s'est rendue compte que elle n'était pas sur une mauvaise piste. Et en fait, il y a eu 13 années d'études dans une université en Australie, donc elle est australienne cette dame-là, sur 700, un millier de bébés de 30 ethnies différentes, de 7 nationalités différentes, donc aucun rapport des langues maternelles et paternelles. Et ils se sont rendus compte effectivement qu'il y avait une langue universelle. Je pense qu'on peut même passer des extraits. Alors Sabrine, on a compilé pour vous on va dire le top 5 des pleurs de bébés. C'est ça. On va les entendre ensemble, on va les écouter. Vous allez nous dire, est-ce qu'on a en fait un décryptage pour chacun. On y va? On va pour le premier. Ça donne quoi? Ça, c'est quoi? En fait, c'est la fin. On entend bien. Après, ça, encore une fois, tout ça, c'est de la théorie, mais la maman, quand elle voit... Mais on entend bien le N, en fait, au début du son, qui n'est pas forcément présent dans les autres pleurs, donc on va le voir juste après. Et ça veut dire faim. Voilà, ça veut dire que le bébé a faim. Allez, on y va pour la suite. Ça, c'est le sommeil. Ça, c'est? C'est le sommeil. On entend bien le A, en fait, en début du son. Donc, quand ça commence par N, c'est la fin. Voilà, né, comme ça, quand il fait comme ça, c'est vraiment la fin. Après, quand il commence par le A, c'est j'ai sommeil. Donc, il s'étire en général, il a les yeux qui clignent, et tu vois, il s'étire comme ça. Et voilà, on peut déceler en général le sommeil. Et parfois, ça vient ensemble. Faim et sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On écoute. Ça, c'est un peu saccadé. Et en fait, on sent qu'il a envie de faire sortir quelque chose, mais qu'il n'y arrive pas. En fait, c'est qu'il a besoin de faire un petit rot, et c'est peut-être un peu coincé. Donc on sent que, voilà, dans le son, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui veut sortir et qu'il n'arrive pas à le faire sortir. Et parfois, on a les trois ensemble. C'est très dérangeant. Fin sommeil, non, un gros, c'est pas possible. Non, c'est vrai. Il faut d'abord qu'il mange pour qu'il ait vraiment mal, quoi. C'est vrai. On a autre chose? Le gaz. Ah, ça, ça, on sent que c'est la douleur. C'est la douleur, exactement. Colique, gaz. Les gaz, voilà. C'est très douloureux. C'est ça. Ils souffrent beaucoup, les petits bouts de chou. Je crois qu'on a fait le tour. Oui. 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 Sinon, on a le sourire aussi. On a le sourire. Ça on a le sourire. C'est ça, on a le sourire quand ils sont bien. Alors, on va marquer une courte pause. On a une petite pub, on revient pour la deuxième partie. On va parler du projet de naissance avec vous, docteur. On va parler de cryothérapie et on aura les questions des téléspectateurs. Ok, Sabrine? On y va. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau d'On se dit tout. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons parlé de neurofeedback. Nous avons essayé de décrypter pour vous les pleurs de vos bébés. Nous parlerons de projet de naissance et de cryothérapie dans un petit moment. Mais pour l'heure, les questions des téléspectateurs. Et là, c'est surtout des femmes, des mamans qui nous ont envoyé leurs questions. On a une jeune femme, Raja, qui vous dit « Ma mère me conseille souvent de laisser mon bébé pleurer quand il demande à être porté. Est-ce la bonne méthode ?» Alors, je pense que laisser le bébé pleurer ou non, c'est la grande question de tous les parents. Il y a plusieurs écoles, encore une fois, comme dans beaucoup de sujets sur cette thématique-là. Je ne sais pas s'il y a une bonne solution. Je vais vous exposer un peu rapidement ce qui peut être conseillé aux parents et après aux parents de trouver leur solution. Donc, il y a la méthode de Richard Ferber, donc c'est la méthode 5-10-15 qui est plus connue, ou la méthode de l'attente progressive. En fait, 5-10-15 renvoie tout simplement au nombre de minutes qu'on laisse le bébé pleurer avant intervention parentale. Donc, quand on a envie de lui apprendre, par exemple, à faire ses nuits ou pour d'autres, pour commencer à l'éduquer, on va dire, beaucoup de parents, et ça marche,
préconise de le laisser pleurer un peu, puis un peu plus, puis beaucoup, jusqu'à qu'il apprenne. Je pense qu'il est bénéfique même pour l'enfant d'apprendre à se calmer tout seul, parce que c'est le préparer même au monde des adultes, c'est-à-dire le monde des adultes est fait de frustration, même d'enfants, de plus tard. Et donc, si cet enfant-là, et on est habitué à peine il émet un son, on court, je pense à titre, et ça, encore une fois, ça n'engage que moi, personnel, qu'il ne faut pas non plus accourir à chaque son qu'émet son enfant. Des fois, il joue avec sa voix, des fois, il a besoin de se calmer lui-même, des fois, voilà. Ensuite, cette méthode-là, effectivement, elle est aujourd'hui surtout, elle est très critiquée. Il y a beaucoup d'études qui sont faites pour dire que quand on a un échantillon d'adultes qu'on va avoir, ceux qui ont été effectivement beaucoup câlinés, que les parents n'ont pas laissé pleurer, on dit qu'ils sont moins anxieux, plus productifs. Ouais. Mais on peut câliner son enfant et le laisser pleurer. C'est-à-dire, on le laisse pleurer quand ça dépasse les bornes et le câliner quand il est... C'est ça, ce qui m'amène à mon troisième point. Et donc, je pense que la solution, c'est de trouver le juste milieu. Comme dans tout ce qui est extrême, de toute façon, c'est mauvais. Ne pas le laisser pleurer du tout, c'est mauvais. Le laisser agoniser tout seul dans sa chambre en pleine détresse, c'est pas bon non plus, parce qu'il peut développer des troubles appelés affectifs. Je pense que Valérie... Exactement. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut lui apprendre à se calmer. Il faut qu'il comprenne, qu'il puisse compter, il peut compter sur ses parents, il a quelqu'un... Mais il doit compter sur lui-même aussi. Mais il doit compter sur lui-même et apprendre à se calmer tout seul. C'est ça. Valérie, vous en pensez quoi? En fait, à partir du moment où on coupe le cordon ombilical, on rompt un lien que l'enfant va toujours chercher à reconstituer. Donc c'est ce qui fait qu'il va toujours chercher l'attention de sa maman. Et le but, à terme, c'est vraiment de lui apprendre à couper vraiment le cordon et à s'autonomiser. Donc on le laisse pleurer un peu, c'est pas grave. Un petit peu, voilà. Donc le juste milieu, c'est parfait. C'est ça. Alors l'autre question, oui. Alors Shorouk vous dit, est-ce que donner de la verveine à un bébé permet effectivement d'apaiser ses pleurs? Oui, je pense que oui. C'est des méthodes qui sont ancestrales. Après, comme je dis souvent, à chacun sa spécialité. Et avant de donner quoi que ce soit à un enfant, de faire ingérer quoi que ce soit à un enfant, je suis toujours d'avis de prendre. Il y a des pédiatres pour ça, qui ont étudié pour ça. Je pense qu'il faut toujours demander l'avis d'un médecin avant de faire quoi que ce soit. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Sabrine. Avec on continue plaisir. l'émission. Je sais qu'il y a un sujet qui arrive qui va beaucoup vous plaire aussi, le projet de naissance. On va en parler avec vous, Dr Amine Bititi. Mais avant, on va se prendre un bon coup de froid. Enfin, pas nous, mais Atman, qui va tester pour nous une séance de cryothérapie. Alors, à quoi ça sert et comment ça fonctionne? On regarde. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Nous avons souvent tendance à associer le froid à des sensations désagréables ou à des maladies comme le rhume ou la grippe. Mais saviez-vous que le froid est utilisé aujourd'hui comme moyen thérapeutique pour soulager les douleurs musculaires ou articulaires? Et surtout, il s'agit d'un allié minceur de taille. Mais pour nous en parler un petit peu plus, je vous invite à me suivre et rencontrer Amel, la kinésithérapeute du centre, pour nous faire découvrir la cryothérapie. Bonjour Amel, alors vous êtes kinésithérapeute dans le centre, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Bonjour Atman, soyez le bienvenu. Alors Amel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la cryothérapie? La cryothérapie ou thérapie par le froid permet de traiter des problèmes des articulations comme la fibromyalgie, les tendinites chroniques, l'arthrose, et permet aussi de traiter les problèmes du système nerveux comme l'insomnie, le stress, la fatigue, la dépression. Il renforce aussi les défenses immunitaires et il a des bienfaits esthétiques comme l'amélioration de la qualité de la peau et ça rebooste la circulation sanguine et lymphatique. Alors c'est un petit peu un remède miracle ce froid parce que je souffre de tous les problèmes que vous avez énumérés tout à l'heure et je pense que c'est le moment d'aller essayer une séance de cryothérapie. Marhaba, je vous invite à me suivre. Alors avant chaque séance de cryo corps entier, la kinésithérapeute nous soumet un formulaire de sécurité pour savoir si le patient est apte ou non à effectuer une séance sans danger. Alors quelles sont ces questions? Est-ce que vous souffrez d'une maladie cardiaque? Non. Est-ce que vous souffrez d'un syndrome de Raynaud? Alors je ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire douleur des extrémités ou bien les extrémités bleues, c'est surtout sur les mains. A priori non. Si vous êtes hypertendu ou hypotendu? Non. Non. En tous les cas, on va vérifier tout de suite. Et donc vous prenez l'attention de chaque patient? Obligatoire, oui. C'est obligatoire pour vérifier s'il est en bonne santé. J'ai le bras très compressé. Oui, c'est normal. En 6, c'est bien. Vous avez une bonne tension. Maintenant, Ismaël, je vous invite à vous changer, ok? Ouais. Voilà, très bien. Pour
l'instant, donc j'ai tout le corps qui est en train de se refroidir. Alors je porte des gants pour les extrémités et j'ai aussi des bas de contention que vous avez pu voir, donc c'est des bas bleus et un short de protection au niveau des sous-vêtements. Là je sens que ça devient très froid, mais c'est agréable comme sensation, c'est plus impressionnant. Alors là il commence à faire très froid. Alors vous le voyez, donc là on est arrivé à moins 120 degrés. Voilà, je commence à trembler un petit peu. Donc là on est à moins 140 degrés. Et la machine peut descendre jusqu'à moins 160 degrés. Mes jambes, je les sens plus. J'ai les jambes qui sont gelées. Et c'est puissant. Maintenant, il faut bouger. Il faut bouger les bras, les jambes pour activer un peu la circulation. Voilà. Et voilà, donc là je me sens quand même beaucoup mieux. Je sens la chaleur qui commence à monter un petit peu. Et j'ai mes extrémités qui sont en train de se réchauffer un petit peu. Je viens de vivre une expérience qui est incroyable. C'est la première fois que mon corps est dans un environnement où il fait moins 160 degrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il s'agit d'une température qui est extrêmement basse et hostile. Je vous rassure tout de suite, ce n'est ni dangereux et ça ne fait pas mal puisqu'il s'agit d'un froid sec. Il n'y a que des vertus positives comme la légèreté que je ressens actuellement et il faut faire des séances très régulièrement pour pouvoir bénéficier encore plus des bienfaits de la cryothérapie. Chers téléspectateurs, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité. Yasmine, je te rends l'antenne et moi je vais aller me faire un bon thé chaud. Et bon courage aussi pour la régularité, puisqu'il faut en faire très souvent. Ça vous tente, Sabrine, ça vous dit? Moi, je suis de nature très frileuse, mais bon, ça a l'air efficace, donc pourquoi pas? Pourquoi pas Docteur essayer? Bizidi? Ah oui, j'ai une petite tendinite que je soigne avec, Avec des ça glaçons. Et puis, ouais, Avec des glaçons, mais pas avec... À faire aussi. à faire. Valérie, Pourquoi pas? pourquoi pas? Personne n'a jamais testé? Non. Moi, Non, je connais pas. jamais, je non connaissais plus. pas. Bref, on va parler de projet de naissance, docteur Bititi, tout de suite. Alors, on va essayer d'avoir, on va dire, une vision globale de cette nouvelle tendance. Est-ce que ça existe au Maroc? Est-ce que c'est une nouveauté au niveau du Maroc? On a posé la question à Marim Hadioui, une spécialiste aussi de la question et de l'accompagnement des futures mamans. On regarde. Le projet naissance, c'est quelque chose d'assez nouveau ici au Maroc, mais maintenant avec l'accès à l'information, les réseaux sociaux, l'Internet, etc., les mamans ont vraiment envie de vivre l'accouchement comme elles le souhaitent, plutôt qu'on leur dicte quoi faire. Donc on organise autour du 8e mois de grossesse des rendez-vous, qu'on appelle rendez-vous projet naissance, où on accueille la maman et on espère aussi le papa. Souvent il y a la grand-mère qui est là, et justement on met noir sur blanc et on discute avec la maman de tout ce qu'elle a envie de vivre. On fait une petite visite rapide de la clinique, de la salle d'accouchement pour qu'elle puisse voir et que le jour J ne soit pas un choc en arrivant. Et elles sont contentes de savoir exactement comment va se passer et comment va se dérouler cet accouchement. Récemment, j'ai eu une maman qui a apporté vraiment sa musique et elle a dansé pendant tout son travail. Les sages-femmes l'ont accompagnée dans cette ambiance. C'était vraiment très agréable. Une autre maman qui a demandé à ce que des bougies soient allumées pour avoir un petit peu cet effet relaxant. Donc c'est vraiment très agréable. Et d'ailleurs, même pour le personnel qui découvre un petit peu aussi ces nouvelles pratiques, sont vraiment très contents de vivre tout ça avec les mamans. Donc moi, j'encourage vraiment vivement toutes les mamans à rencontrer les sages-femmes, les nurses, discuter avec leur gynécologue de ce qu'elles ont envie de vivre, comment elles ont envie de vivre ce moment vraiment inoubliable. Encourager vraiment les papas à les accompagner parce que c'est un moment qui doit se vivre à deux et ça vous laisse des petites anecdotes à raconter à vos bébés plus tard. Donc vraiment, je vous encourage à organiser ce projet naissance entre vous, puis après avec la clinique pour que ce moment soit vraiment inoubliable. En tout cas, on a l'impression que ça devient un accouchement party. C'est une fête en fait. Oui, on l'organise comme si c'était une fête. C'est pas toujours comme ça en tout cas. Mais on essaye d'accompagner et d'aider les femmes à vivre ce moment unique dans leur vie de la meilleure manière, comme elles le souhaitent. Ok, mais est-ce que c'est possible maintenant, médicalement, scientifiquement, de se mettre au diapason des demandes des mamans? Dans la mesure où nous, ce qu'on sait, enfin ma génération a toujours su que c'était le médecin, c'est le spécialiste, le pro, c'est lui qui gère sa salle d'accouchement, c'est lui qui gère son bloc. C'est pas la future maman qui vient avec des propositions, des suggestions, qui va le guider. C'est au contraire lui qui est le seul maître à bord. On n'est pas les seuls maîtres à bord. On est là avec le couple. On n'est plus les seuls maîtres à bord. On n'est plus, et puis on est là pour les accompagner. Effectivement, tout ce qu'elles demandent, c'est de l'écoute,
elle souhaite être informée de tout ce qu'on fait le jour J, le jour de l'accouchement, et puis essayer différentes positions d'accouchement, qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes dans la salle, respecter l'intimité du couple, la présence du papa. Il y a des recommandations de l'OMS, notamment le clampage du cordon un peu tardif, le pot à pot, l'allaitement précoce. Donc tout ça, elle ne l'invente pas. C'est grâce à des personnes, des conseillères à la parentalité comme Madame Hedioui le cite, qu'on est arrivé à ça. Il y a des cours de préparation à l'accouchement qui existent en France et qui existent ici aussi. Il y a une forte demande aussi des patientes. Donc du coup, nous, on est obligés aussi d'être là et de les accompagner, de les écouter. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il est important d'informer la patiente de ce que le médecin fait, quelle que soit la pratique. Même lorsqu'on va chez un dentiste, eh bien, c'est bien d'être informé de ce qui va se passer pour chaque chose. Et encore mieux lorsqu'on accouche. Mais de là à mettre des bouts, je n'ai pas d'a priori, mais je pose la question, est-ce qu'à un moment, quand on connaît la douleur d'un accouchement, est-ce qu'à un moment, ces détails comptent ou est-ce qu'on ne les voit plus du tout parce qu'on a mal, parce qu'un accouchement au final, eh bien, il y a un pic de douleur, il y a un... Enfin voilà, c'est pas une partie de plaisir. Oui, mais il y a une phase de ce qu'on appelle de pré-travail, une phase de latence qui peut durer de quelques heures à 24 heures. Ben, c'est 12 heures, 24 heures. Ben, la patiente a envie de marcher, de faire du sport, de bouger, d'être assis sur un ballon, d'être dans un milieu adéquat. Il y a des gens qui accouchent même à la maison dans des pays anglo-saxons. Ben là, elle a envie de reproduire un petit chez elle avec des lumières tamisées. Ça permet de la relaxer. Pas toutes les femmes demandent ça. C'est ça. Et puis après, quand elles viennent, elles te demandent, moi j'ai envie d'avoir de l'eau de fleur d'oranger dans la salle, en vaporisateur, j'ai envie d'avoir une musique. Ben, je ne vais pas lui dire non, ben, bien sûr. Même au bloc, ça relaxe, ça détend. Puis tout ce qui est là pour apporter soutien, réconfort au couple et à la future maman, ben, nous, on se doit de suivre. Et ça apporte un certain réconfort, ça apporte quelque chose, vous le voyez? C'est surtout les femmes qui sont préparées à l'accouchement qui réussissent le mieux leur accouchement, entre autres. Il y en a qui te disent, écoute, moi ça m'a servi à rien, le jour J, j'étais bien accompagnée par les sages-femmes, j'ai pas eu besoin, j'ai tout oublié. Et jusqu'au moment où la mise de la péridurale, ben, j'arrivais pas à supporter, c'est insupportable. Mais il y en a qui te disent, grâce aux séances de relaxation, de respiration, de gestion de la douleur, de ces cours de préparation à l'accouchement, j'ai réussi mon accouchement et puis comme je le souhaitais. C'est essentiellement des femmes qui étaient initialement angoissées, qui ont un peu peur du jour J, qui veulent accoucher le plus physiologiquement possible, qui demandent ces cours de préparation à l'accouchement. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser une demande? Non, essentiellement, quand c'est « je ne souhaite pas », je ne souhaite pas, non, je ne veux pas d'épisiotomie. L'épisiotomie, par exemple, c'est un geste qu'on fait, on coupe un peu le vagin pour aider l'extraction fétale. On ne le fait pas systématiquement. Je leur dis, on ne le fait pas systématiquement, dans 30%, ça c'est les meilleures maternités qui font ça. On va essayer, mais je ne souhaite pas, je ne vous promets pas. C'est ça, vous il y a des choses que je ne peux pas, oui, ça. voilà, il y a des choses que, mais la plupart du temps, oui, ça se passe bien. C'est un travail d'équipe, hein, et il faut se dire, bon, bah, c'est un travail d'équipe entre collègues gynécologues obstétriciens. Il faut que les patientes qui font, ou les conseillères à la parentalité, ou les accompagnatrices à l'accouchement, ou les sages-femmes qui font ces cours de préparation à l'accouchement travaillent avec un certain nombre de gynécologues qui connaissent leurs habitudes. Donc quand, bien sûr, on ne va pas faire d'expression utérine à la maternité où je travaille, ça ne sert à rien de leur dire « ne demandez à votre gynécologue qu'il ne vous fasse pas ça ». Parce que c'est vrai que c'est une pratique assez répandue, qui est maintenant, qui n'est pas du tout qui est à proscrire, mais les femmes, elles ont peur, elles te disent « voilà, il m'a appuyé sur le ventre et tout ». Mais on essaye bien sûr de ne pas faire ça. Ça peut arriver d'accompagner le fond utérin pour aider la femme, des fois elle te le demande, mais bien sûr, il faut que les sages-femmes travaillent avec un certain nombre de gynécologues qui font de la bonne pratique. Mais vous le dites, c'est un travail d'équipe, c'est un travail entre la future maman, le futur papa éventuellement aussi, le gynécologue, mais aussi l'équipe qui l'entoure, sage-femme, infirmière, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de nos maternités, on a ces compétences-là? Pas le gynécologue, mais est-ce que son staff est en général formé à ce genre de demande, à vivre un accouchement différemment, non pas du point de vue des spécialistes, mais du point de vue de la maman et des futurs parents? C'est la demande qui nous y oblige, au fait. Donc, nous, nos sages-femmes, elles sont toutes... Mais quand on vous entend dire c'est la demande qui nous y oblige, on a l'impression que c'est une relation de client à
Alors que dans le domaine de la médecine, les choses sont différentes. C'est des patientes, ce n'est pas des clientes. Non, mais elle nous y oblige, mais c'est plus pour... Ça nous a permis, nous, à améliorer nos pratiques aussi, à ne pas être un peu... voilà, dit trop directif. Il y a des choses, on laisse la nature faire et puis on laisse plus de temps. Et bien sûr, tout ça, c'est pour les grossesses à bas risque. Puis dans toute maternité, bien sûr, au départ, il faut que le bébé se présente d'une manière qui soit pas, ça soit un bébé de poids normal, qui ne soit pas en présentation du siège, que la dame soit bien préparée aussi. Donc bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ça. Enfin, en France, c'est moins de 5% des accouchements. Ils viennent avec des projets de naissance. D'accord. Moins de 5%. Puis après, il y a des maisons de naissance dans les salles d'accouchement. C'est des femmes qui accouchent au 5e étage, loin de la maternité, sans péridurale, le plus physiologiquement possible. Mais dès que la rupture de la poche des os, le liquide il est teinté ou méconial, et que le rythme de temps en temps, parce qu'ils n'aiment pas avoir les capteurs en continu, on voit des petites décélérations, directement elle passe en salle d'accouchement, puis on dit adieu à la maison de naissance, elle passe en secteur de surveillance un peu plus rapproché. Nous, on n'a pas de maison médicalisée, on n'a pas de maison de naissance, mais nos sages-femmes, elles sont un peu habituées à ça. On laisse vivre ce beau moment à la patiente comme elle le souhaite. La péridurale est toujours aussi demandée ou moins demandée? Oui. Ça, par contre, on fait... Au départ, mais au départ, elles viennent avec l'envie d'accoucher sans péridurale. Okay. Il y en a qui réussissent. Celle qu'elle te dit, moi, j'ai envie d'accoucher sans péridurale. Il y en a qui réussissent. Mais est-ce que ça change un accouchement d'accoucher sans péridurale? Ça change quelque chose dans la relation avec son bébé, avec... Non, ça ne change rien. Il y en a qui croient que ça va un peu plus vite, que la péridurale ralentit le process des contractions. Ce n'est pas démontré. Après, voilà, elles aiment bien bouger. En fait, ce qu'elles ne souhaitent pas, c'est surtout accoucher allongé. Okay. Parce que ce n'est pas la manière la plus physiologique. Et elles aiment bien accoucher sur le côté, en califourchon, à quatre pattes. Enfin, chaque femme souhaite la position la plus antalgique qu'il faut pour elle. C'est ça. Alors, vous avez des questions, mesdames? Sabrine? Il est à côté, hein, il a plein de réponses. Je sais que le sujet vous intéresse. Oui, en fait, moi, je sais qu'il y a une grande polémique en ce moment de césarienne, pas césarienne, des médecins qui font systématiquement césarienne, des femmes qui viennent en disant « je ne veux pas la césarienne ». Et en fait, je pense qu'il y a, enfin, excusez-moi si je... Et d'autres qui demandent la césarienne. D'autres qui demandent, voilà, qui te disent, moi, je préfère arriver à 8h, je sais qu'il sort à 8h30, c'est plus simple. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont plus confiance même en leur gynécologue obstétricien parce qu'elles te disent, celui-là, c'est sûr, à tous les coups, il te fait croire qu'il n'y a pas de césarienne, mais c'est comme ça qu'elles parlent véritablement. En tout cas, moi, en tant que spécialiste de la petite enfance, j'ai souvent des dames qui viennent me dire, est-ce que tu connais un bon gynéco qui ne fait pas de césarienne à tous les coups, juste quand on en a vraiment besoin. Et je pense qu'il y a vraiment un phénomène de perte de confiance c'est vrai. En certains gynécologues qui passent quoi, systématiquement... Moi, je dirais que les torts sont partagés, que c'est vrai que c'est un métier assez dur. Hein. Moi, je tire chapeau à mes collègues parce qu'on est sollicité H24 par nos patientes, week-end compris, pas de possibilité de prendre un week-end quand on veut. Donc du coup, j'espère que dans les années à venir, nous allons apprendre à nos patientes de travailler en équipe et qu'il y ait un système de garde comme en France. Et quand tu es de garde, tu es de garde. Quand tu n'es pas de garde, c'est ton collègue qui prend la main. Et puis qu'il y ait des protocoles bien établis. Mais maintenant, ce n'est pas encore d'actualité. La patiente te dit oui, non, mais je veux que vous m'accouchiez, docteur. Donc du coup, c'est délicat. Maintenant, il faut faire confiance à une équipe et pas qu'à un médecin. Se dire, écoute, ce médecin, effectivement, je le veux, mais si ce n'est pas lui, je l'accepte parce qu'il travaille dans un endroit où on pratique la voix basse. On doit afficher nos taux d'accouchement en voix basse et que la césarienne, celle qui la demande, elle doit être informée que ce n'est pas rien. C'est presque de la communication institutionnelle au bout d'un moment. Non, c'est pas institutionnel, c'est un droit. Enfin, quand on fait une césarienne programmée, il faut donner une fiche d'information du collège ou du syndicat des médecins pour dire voilà la morbidité de ce geste-là, hein, c'est pas rien, c'est un acte chirurgical. Puis la voix basse, voilà aussi ses risques. Vous pouvez passer aussi en césarienne en urgence. Et puis voilà, il faut surtout informer les gens. Valérie, un petit mot ? Écoutez, c'est très encourageant tout ça. Moi, ma dernière grossesse date d'il y a 16 ans, donc je n'avais pas encore accès à toutes ces choses, mais franchement, les mamans d'aujourd'hui ont beaucoup de chance. C'est vrai. Alors, on a des questions justement de futures mamans. Vous avez Rim qui vous dit, le projet de naissance est-il sans risque pour la maman ? Oui, sans risque, bien sûr. Non, elle peut demander. Après, je sais que dans les maternités un peu françaises, quand tu arrives avec un projet de naissance, et tu dis alors encore celle-là, c'est lourde.
Ça vient du 16e, un peu prout-prout. Mais finalement, non mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on le conçoit dans les maternités publiques en France. Hein. Ici, on voit pas. Enfin, moi, je ne connais pas des projets de naissance dans les hôpitaux publics. Oui. Dans les cliniques, on est de plus en plus habitué. Et puis le médecin, c'est pas qu'il est obligé d'adhérer, mais bon, il répond à une demande. Puis c'est des patientes. En tout cas, moi, ça me rassure quand une dame me donne un projet de naissance. C'est que tu la connais, on sait ce qu'elle veut. Okay. Puis à partir du moment où on sait ce qu'elle veut, il n'y a pas de surprise avec ces dames-là. Donc du coup, il faut juste appliquer. Il y a certaines choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas. Mais en tout cas, en général, elles sont contentes à la fin. Et la dernière question, c'est notre maman qui vous dit à quel moment de la grossesse faut-il envisager la planification du projet de naissance? Alors les cours de préparation, le projet de naissance démarre autour du 7e mois. On commence les cours de préparation à l'accouchement et au début du 9e, on remet ça au gynécologue, voilà, qu'on vérifie point par point avec lui. C'est un rapport écrit? C'est un rapport écrit. Moi, je leur demande. Oui, écrit. De temps en temps, elle me demande de signer. Je signe, il y a des choses que je barre. L'engagement, en fait. Oui, c'est comme un engagement. Je leur dis de me l'envoyer par mail et puis elles le remettent à la sage-femme à l'arrivée en plusieurs exemplaires. Tout le monde le lit et puis elles sont contentes. Ouais. Assez spécial quand même. 5% des accouchements. 5% des accouchements, pas tous les exactement. accouchements, Merci beaucoup, Dr Amin Bititi, gynécologue obstétricien à l'hôpital Cheikh Khalifa. Merci à toutes et à tous. Valérie Elfassi, psychologue clinicienne, nous avoir décrypté le neurofeedback tout à l'heure. Sabrine Gdira, nous avoir décrypté les pleurs de bébé. Et Atman, on espère qu'il s'est réchauffé un petit peu avec son verre de thé. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Un grand merci à toute l'équipe en régie. À très très vite sur Média TV, sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir.